êtes sur Royal FM. Royal FM. Oh, child, will you ever get by? Will you listen to things I say? Come on! Royal FM 88.4, la radio des auditeurs. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. L'année scolaire désormais derrière nous, qui nous livre sa toute dernière phase, à savoir les examens et les résultats, laisse au passage des séquelles et des traces indélébiles. On est tenté de dire « enfin on y est ». Nous sommes passés de scandale en scandale, d'élèves tués, d'enseignants assassinés, d'élèves renvoyés pour consommation de drogue, ou parce que surpris à faire des pratiques sexuelles illicites. C'est un paradoxe. Les adolescents ont volé l'innocence des parents et des enseignants, bref de la communauté éducative qui d'un sommeil naïf est sortie totalement bouleversée. Nous croyons encore être en présence d'une jeunesse non violente et résolument consacrée à ses études, mais que non, les choses ont considérablement changé. Les jeunes ou la jeunesse est devenue plus compétitive devant les adultes dans les domaines suivants. Les jeunes, dans leur grande majorité, savent être fêtards, soulards. Ils ne se refusent rien. Ils fument et se shootent à la drogue. C'est une jeunesse influençable. Une génération androïde qui surfe sur Internet, chatte sur WhatsApp et donc qui copie les réalités des jeunes de la planète. La tendance est à la vitesse, mais davantage à la précipitation. Pour un résultat connu, des vies gâchées, des désillusions. Et si vous pensez qu'il n'y a plus rien à faire, eh bien, ce tableau est certes alarmant, mais il y a espoir. D'ici, je vois un ouf de soulagement. Comment faire pour extirper notre jeunesse de la délinquance juvénile? Là est le fil d'Ariane de cette émission, qui reçoit un auteur qui s'est intéressé à cette problématique. Sa recette arrive dans la suite de l'émission. Messieurs et dames, nous sommes heureux d'être à nouveau là et aussi être au rendez-vous littéraire. Et on l'espère, vous, nous écoutez en ce moment. Sur Royal FM, bienvenue. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le Point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point littéraire, jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite. Avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite. Jeudi à 21h sur Royal FM.
Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Le point littéraire ce soir reçoit Mathieu David Eya. Il est enseignant d'informatique et des technologies éducatives, diplômé de l'École normale supérieure de Yaoundé, chercheur à l'Institut de recherche en intelligence, en ingénierie éducative, leadership et pédagogie entrepreneuriale. Par ailleurs, il est internationaliste, spécialiste des questions d'intégration régionale. Le livre qu'il nous présente ce soir a pour titre « Délinquance juvénile, New Look ». Eh bien, le livre « Délinquance juvénile » de notre auteur Mathieu Devieya est un essai de 75 pages. Eh bien, le titre de l'ouvrage est suffisamment évocateur du contenu, déroulé en thème. On entre par une dédicace, puis l'avant-propos pour donner les raisons de l'écriture de l'auteur. L'introduction générale arrive pour lancer les clés, ou simplement les jeter. Tout en évoquant les questions de bien et de mal, l'auteur définit la notion de délinquance juvénile, ayant pour le cas de la jeunesse actuelle, assise sur le dualisme stupéfiant et sexualité. Les clés d'analyse du phénomène de délinquance juvénile sont exposées. La consommation de la drogue notamment, l'échec scolaire aussi, la jeunesse des enseignants. Et pas seulement, mais on peut y ajouter l'échec de l'éducation familiale. Les chiffres démontrent la gravité de la situation. Il faut y apporter des solutions. Et l'auteur Mathieu Devieya, pour appliquer sa vision des choses, il dénonce, mais il propose aussi. Pas besoin d'en dire trop, l'auteur est avec nous. Il nous donne les pistes de lecture de son ouvrage. Mathieu Devieya, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir pour nous parler de votre ouvrage. La rencontre s'est faite un peu plus tôt, il y a plusieurs mois déjà. On s'était mis d'accord sur le fait qu'il fallait réaliser une émission sur l'un de vos livres, sauf que on anticipe un peu, on va au second directement. Alors comment vous vous sentez ici à Royal FM? Déjà, merci de me recevoir. C'est un grand plaisir d'être enfin là. Oui. Justement, comme vous le rappeliez, nous avions un premier rendez-vous qui n'avait pas été honoré, qui était en rapport avec la sortie de mon premier ouvrage. Tout à fait. Et bon, nous avons trouvé qu'il était temps, avec celui que nous venons de publier, qu'il était temps de le présenter enfin et de venir dans cette magnifique émission pour en débattre avec vous. Le premier livre, on est tenté de poser la question, est-ce qu'il est désormais sorti, il est finalisé, tout comme celui que nous tenons entre les mains? Le premier livre est finalisé, il est finalisé, il est sorti et après nous avons pour besoin de révision et de correction parce que le sujet est assez délicat. À notre sens, il est assez vaste. Nous avons pour besoin de révision et de correction d'essayer de retirer d'abord l'ouvrage du marché et nous avons commencé à faire la promotion de celui-ci qui a été publié aux éditions Soleil. Alors, il est en pleine, vous avez posé la question, je réponds directement, il est en pleine édition, donc nous estimons que d'ici le début de la rentrée scolaire, il sera disponible au grand public. Dans le livre que nous tenons entre les mains n'est pas encore disponible au grand public? Non, il n'est pas encore. Il n'est disponible pour le grand public que si vous contactez directement l'éditeur, mais on n'a pas encore fait une cérémonie officielle de dédicace. Donc nous détenons donc l'exclusivité en ce qui concerne la présentation du dit ouvrage. Exactement, vous détenez l'exclusivité. C'est un plaisir en tout cas de vous accueillir, un jeune qui parle des problèmes de jeunes.
Vous êtes assez jeune et je le dis, mais vous avez déjà beaucoup de casquettes. Vous êtes enseignant d'informatique, vous êtes diplômé de l'école normale supérieure, chercheur à l'Institut de recherche en intelligence, en ingénierie éducative, leadership et pédagogie entrepreneuriale. Cela ne fait pas un peu beaucoup pour le jeune que vous êtes. Aujourd'hui auteur, si on ajoute aux premières casquettes qu'on vient de citer. Non, pas vraiment, parce que disons que tout ce qui est listé là, c'est en rapport avec un seul et même domaine, si je veux le dire ainsi. Ça veut dire que après, très jeune, j'ai été intéressé par des questions d'éducation de manière globale. Ouais. Donc disons que après être sorti de l'école normale, où j'ai fait une formation en informatique fondamentale, c'est-à-dire en informatique fondamentale, je me suis orienté sur plusieurs questions en rapport avec les sujets de société qui ont trait avec l'éducation. C'est par là que j'ai rencontré une magnifique dame qui est Madame Émilie Fotsa, qui m'a permis de travailler c'est elle qui a l'Institut de recherche en intelligence, qui m'a permis de travailler avec elle dans un magnifique projet qu'on a baptisé le Symposium de l'éducation. Tout à fait. Et justement, c'est à partir de là qu'elle a sollicité mon apport pour que dans son entreprise, nous réfléchissions ensemble sur toutes les questions en rapport avec la compétitivité de l'éducation, la compétitivité du secteur éducatif et la compétitivité des enseignants, donc de ceux qui exercent dans le domaine de l'enseignement. C'est-à-dire, donc, comment est-ce qu'ils forment les jeunes et comment est-ce qu'eux-mêmes, ils perçoivent le métier qu'ils font pour qu'ils ne puissent plus être, ce que nous avons l'habitude de dire, être enfermés dans un cocon où ils ont l'impression qu'ils sont les délaissés de la société. Parce que les remous en ce qui concerne le domaine de l'enseignement sont fort nombreux. Alors, Mathieu Davy Eya, vous avez votre livre « Délinquance juvénile, New Look ». C'est un sujet abordé par plusieurs auteurs. Alors, la plus-value qu'apporte ce livre, d'entrée, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, l'approche que j'ai usitée pour cet ouvrage, je ne vais pas dire qu'elle soit unique, mais elle vaut son pesant d'or, elle a ce particularisme-là. Parce que j'ai essayé de recenser en première partie, disons, les idées qui sous-tendraient de comprendre le phénomène de délinquance juvénile en milieu scolaire. Et j'ai ressorti trois grandes idées principales. J'espère que j'aurai l'occasion de les dérouler. Oui. Et maintenant, après, j'ai essayé de voir par rapport à ce que l'État fait aujourd'hui, les dispositions qui sont mises en place pour non seulement encadrer, mais dans une moindre mesure aussi réprimer les phénomènes de délinquance juvénile. Et comme je dis dans cet ouvrage, la façon dont un juriste ou, je sais pas moi, un politologue va aborder la question de délinquance juvénile n'est pas nécessairement la même façon qu'un éducateur va aborder la question de délinquance juvénile. Vous savez que l'éducateur ou alors l'enseignant, il est de manière permanente avec les enfants. Ça veut dire que il a cette capacité-là à mieux les comprendre parce qu'il les côtoie. Donc, lorsqu'il aborde les questions de société, les questions en rapport avec la délinquance juvénile, c'est toujours pour faire ressortir de manière fondamentale l'aspect sacré de l'éducation. Parce que si on ne voit pas aujourd'hui l'éducation comme étant quelque chose de sacré, comme étant un point sur lequel on peut s'appuyer pour bâtir une société, alors on aura compris très peu de choses. Donc, c'est dans ce sens-là que j'aborde la question de délinquance juvénile pour dire, lorsque je questionne les délinquances juvéniles qui se déroulent en milieu scolaire aujourd'hui, c'est pour montrer à quel point l'éducateur que je suis est préoccupé de comment est-ce que les jeunes que nous encadrons se forment. Et ce que les jeunes font dans l'école et à l'extérieur de l'école, tout ceci affecte le processus d'enseignement-apprentissage. Alors ça me pousse à réfléchir et à me dire, il faudrait que nous qui avons la responsabilité d'encadrer ces enfants, que nous puissions donner, ou alors nous puissions dire ce que nous pensons de ce qui s'est passé au lycée de Deido. Et maintenant, ça m'a permis, avec mon expérience d'enseignement, de me rendre compte que
le phénomène de délinquance juvénile en milieu scolaire n'est pas... le lycée de Dole n'était pas un cas isolé. Oui. J'ai essayé de parcourir les... Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Ça veut dire que vous discutez avec d'autres enseignants qui sont parfois à des zones... À des kilomètres. À des kilomètres de vous. Et ils vous donnent des témoignages pour vous dire, bah, écoutez, voici ce que nous vivons dans notre quotidien. Et c'est pas toujours rose. À partir de là, je me dis, c'est certes ce qui s'est passé au lycée de Deido qui est un prétexte parce que ça a été médiatisé, mais en filigrane, il y a des enseignants qui subissent ou alors qui voient plusieurs choses dans leur quotidien, peut-être qui n'ont pas, qui n'ont pas l'opportunité d'en parler. Ils n'ont pas l'opportunité d'en parler, ils n'ont pas la plateforme nécessaire pour témoigner de ce qu'ils vivent au quotidien. C'est en cela que le livre là a été important. Et je veux rapidement dire quelque chose. Pendant que je suis dans la rédaction de l'ouvrage, ou alors qu'on est en phase avec l'éditeur pour négocier pour que ce livre sorte, il y a justement le meurtre l'événement de Colbison. Qui arrive. Un enseignant assassiné cruellement par son élève pour presque des broutilles. Hein. Voilà, et qui remet encore au centre des discussions la question de délinquance juvénile en milieu scolaire. Et mieux, maintenant, ajoute la question de protection des enseignants en milieu scolaire. Vous voyez un peu. Donc, c'est à partir de là que lorsque je vais par exemple ressortir le caractère jeune que j'appelais le jeunisme des enseignants aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ça peut mettre en avant ce côté-là. Ça peut expliquer pourquoi est-ce que des élèves aujourd'hui peuvent se permettre peuvent se permettre de pareilles actions à l'endroit de leurs enseignants parce qu'ils ont parfois l'impression que ce sont des gens du même âge et que ils développent moins le sens du respect que les enseignants. Le fait que les enseignants soient de plus en plus jeunes amène donc leurs élèves à penser qu'ils peuvent se mesurer à eux. Exactement. Ce n'est qu'une grille d'analyse que j'ai essayé de présenter. Merci d'écouter le point littéraire sur Royal FM. Nous sommes avec l'auteur Mathieu Devieya qui nous présente Délinquance juvénile New Look. Il faut dire que l'émission est disponible sur 88.4 mais également sur Facebook à travers Royal FM Espace Cameroun. Alors votre livre Délinquance juvénile New Look a 3 parties, 3 thèmes. Vous pouvez nous les décliner à présent. Alors, le premier thème qui est qui est fondateur même du livre se sectionne en 3 sous-parties, disons comme ça. Il y a la première partie où on aborde la question de, disons, la consommation excessive de l'alcool et du tabac en milieu scolaire. Bien entendu, on brosse un ensemble de statistiques pour dire effectivement qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez préoccupant. Tout à fait. Plusieurs auteurs ont déjà eu à le relever. Mais ce que nous allons dire, nous avons essayé de faire une sorte de cartographie, une sorte de carte scolaire pour se rendre compte qu'aujourd'hui, vous voyez les écoles. Nous allons parler pour que tout le monde puisse nous comprendre. Vous voyez que les écoles sont construites, sont pratiquement à côté des bars, des débits de boissons. Voilà, des débits de boissons. Et vous voyez généralement des enfants délinquants, lorsqu'ils traversent le mur, le premier endroit où ils vont s'asseoir, c'est à côté des bars. Donc, il y a ces observations purement empiriques que nous pouvons faire pour comprendre qu'il y a
un degré excessif de consommation d'alcool des jeunes. Oui. Bien entendu, vous allez voir des jeunes qui seront assis dans des bars avec les tenues scolaires. Bon, allez voir si ces gens qui servent à boire savent effectivement qu'il ne faut pas donner de l'alcool à un enfant qui porte une tenue. Donc, après avoir parlé de cette consommation excessive d'alcool et un peu de drogue et même de drogue, aussi. Oui. et de drogue. J'aborde aussi un tout petit peu la question de la chicha. Aujourd'hui, Oui. on parle de la chicha, mais... C'est très à la mode, Oui, et puis on se dit que c'est une banale consommation, et pourtant à l'intérieur, on y introduit des substances illicites, des drogues dures. Exactement. Oh oui. Exactement. Donc, contrairement à ce que certaines personnes pensent, on y introduit des drogues. Oui. Après, j'aborde justement ce que je disais tout à l'heure, la question du génisme des enseignants. Je fais une remarque en disant que si vous observez attentivement, lorsqu'on publie les résultats du bac, vous allez vous rendre compte que les meilleurs généralement sont des jeunes de 16, 17, voire 18, Oui. maximum 20 ans. Alors vous imaginez donc que si un enfant de 20 ans entre à l'école normale, il sortira soit à 23, soit à 25 ans. Et le pire, c'est souvent quand il va rencontrer dans la salle de classe Ses anciens camarades de classe. Ses anciens camarades de classe. Plusieurs enseignants, lorsque nous avons fait le sondage, nous nous sommes rendus compte que plusieurs enseignants ont déjà eu à faire face à cet état de fait. Et Oui. les témoignages qui en reviennent ne sont pas toujours très attrayants. Donc ça c'est disons, c'est le cœur même de l'ouvrage, parce que c'est à partir de là que nous plaçons les jalons, nous plaçons les bases Oui. de ce que nous entendons par délinquance juvénile New Look. Bien entendu, après avoir fait une introduction. Et une grosse définition de ce qu'est la délinquance juvénile, New Look, pour donner une idée au lecteur sur la thématique ou alors la problématique développée en tout cas dans l'ouvrage. Peut-être ce que nous ne disons pas, ou alors la question qui taraude peut-être dans la tête de nombreux téléspectateurs, c'est pourquoi le terme New Look en fait. Bon, il y a en notre sens un côté, certes, marketing à l'intérieur, parce que ce que nous voulions dire par New Look, c'était les nouvelles formes de délinquance juvénile que nous observons aujourd'hui. En fait, c'est ce que nous entendions par New Look. À la base, le titre de l'ouvrage, c'était Drogue, tabac, alcool, sexe, délinquance juvénile New Look. Donc le New Look, c'était pour mettre l'accent sur le côté nouvelle forme de délinquance juvénile. Bien entendu, ce que nous voulions montrer, c'est que la délinquance juvénile en milieu scolaire fait comment se remodèle au fur et à mesure que la société évolue. La façon elle se modernise un peu oui. Voilà, secteurs. Voilà, par exemple, lorsque vous allez écouter généralement le jargon des jeunes, ils vont vous parler du yamo, ils vont vous parler des petites choses qui renvoient à la consommation des drogues. Oui. Les gens d'une certaine génération ne vont pas comprendre. Oui. C'est en fait aussi, c'est ça aussi la particularité de l'écrivain, c'est de dire que les choses changent et il faudrait que on ne cherche pas nécessairement à théoriser ce que le commun ou alors le vulgaire fait, mais on cherche à comprendre pour expliquer au mieux aux autres. Dire que si vous arrivez en milieu jeune, généralement, voilà le type de langage que vous allez rencontrer, que vous allez écouter, qui renvoie à la consommation du cannabis, par exemple. C'est en fait ce que nous essayons de montrer dans l'ouvrage. Lorsque nous parlons, vous parlez tout à l'heure de l'expression « washer », nous utilisons cette expression dans le livre pour montrer que elle sied plus à cette forme d'agression qui se passe à l'extérieur des établissements scolaires. Plusieurs de ceux qui ont fréquenté certains types d'établissements scolaires peuvent témoigner que lorsqu'ils sortaient de l'école, ils ont eu soit à être interpellés par un monsieur véreux du quartier qui avait déjà eu à les remarquer, ainsi de suite. Donc c'est ça, nous utilisons des termes qui sont jeunes pour comprendre en quoi est-ce que l'ouvrage apporte des éléments significatifs. Alors sur la première partie, on peut comprendre qu'il y a un peu comme les éléments qui poussent à la délinquance juvénile, notamment l'alcool, la drogue, et également le fait que de plus en plus, les enseignants ou les encadreurs sont jeunes. Mais heureusement, dans votre ouvrage, on peut percevoir le fait que vous nuancez. Le fait d'être jeune pour ces encadreurs n'est aucunement un désavantage.
Parce qu'ils sont à même et ils reçoivent dans des écoles les aptitudes nécessaires, les compétences nécessaires à travers les enseignements, même en ce qui concerne la psychologie, pour affronter les étudiants, les écoliers, et puis pour pouvoir tenir au moins 2 heures de cours. Donc le problème n'est pas forcément eux. Le problème est davantage l'influence que les jeunes reçoivent de l'extérieur, les médias sociaux et les différentes plateformes médiatiques qui influencent abondamment, qui présentent au fond l'apologie de la drogue, de l'alcool, de l'argent. C'est un peu, en quelque sorte, ce qu'on peut comprendre en ce qui concerne la première partie. Exactement. Nous ressortons effectivement ce point, disons que, parce que ça peut sembler simpliste de parler du jeunisme, c'est comme si lorsqu'on forme des enseignants, on ne les outille pas pour que ceux-ci soient à même de comprendre l'environnement dans lequel ils vont travailler. Cela n'est pas le cas. Ils ont effectivement les aptitudes nécessaires au niveau pédagogique pour affronter tous les obstacles qu'ils peuvent rencontrer au cours de l'exercice de leur profession. Mais justement, c'est souvent cette fracture-là, parce que lorsqu'ils arrivent, ils sont confrontés à un type de jeunes qui, vous avez parlé tout à l'heure d'influence, des influences parfois qui ne sont pas des influences positives, et c'est souvent une minorité. Et vous allez vous rendre compte que généralement, lorsque quelqu'un a reçu bien sa formation, il fait vraiment son travail. Ça veut dire qu'il est rigoureux. S'il demande de venir à l'heure, il vous impose des règles spécifiques. Vous devez être à l'heure, vous devez faire un ensemble de choses, vous devez faire ses devoirs et autres. Et généralement, c'est à partir de là que les délinquants, les renégats, commencent à se faire voir, parce qu'à un moment donné, ils veulent lever la tête, ils veulent essayer de manifester leur mécontentement. Oui. Ils sont anti-école, s'il faut le dire. C'est donc le premier thème que vous avez intitulé les 3 clés d'analyse du phénomène de délinquance juvénile en milieu scolaire. Exact. Il y a également la deuxième partie qui arrive, qui parle des facteurs liés justement au développement de la délinquance juvénile. Là, bien évidemment, vous citez un certain nombre de facteurs que vous allez brièvement brosser avant qu'on ne prenne les classiques littéraires. Il y a quand même quelques facteurs au niveau... les facteurs peuvent être psychologiques. Oui. Il y a encore d'autres facteurs. Il y a le facteur familial également. Et le fait que parfois les élèves se retrouvent en échec scolaire. Ils sont donc amenés à se comporter un peu comme des marginaux du système éducatif. Alors, pour vous, pourquoi il était important aujourd'hui de revenir principalement sur ces facteurs, peut-être pour interpeller les uns et les autres à changer les manières ou la façon d'être, ou est-ce que c'est le système éducatif finalement qui pose problème? Bon, est-ce que c'est le système éducatif qui pose problème? Je crois que le dernier texte que j'ai eu à publier dans le journal revient abondamment sur ces questions-là, sur la question du niveau scolaire. Et on va aborder cette question-là avant la fin de l'émission. Mais restons d'abord sur le deuxième exactement. Les facteurs, c'est parce qu'après avoir sorti les clés d'analyse, c'est-à-dire que essayer de voir la délinquance juvénile, où est-ce qu'elle s'appesantit de plus en milieu scolaire, les facteurs, ça vient d'où? Vous avez bien présenté, l'ouvrage et bien présenté cette partie en disant, ça peut être issu de la famille, de comment est-ce que le jeune a été encadré dans la famille, le social. Il y a donc une démission au niveau de la famille. Une démission, l'abandon, ou alors que parfois c'est un enfant qui a perdu ses parents et se retrouve dans une famille qui nécessairement ne reçoit pas tout l'amour qui lui sied, et bien entendu, de fil en aiguille, on peut observer un ensemble de choses qui ne vont pas qui vont à l'encontre de ce qui lui est demandé dans un établissement scolaire. Et bien entendu, vous avez parlé de ceux qui sont marginalisés. Vous allez voir généralement que les enfants qu'on renvoie dans les écoles, qui reviennent souvent avec l'expression qu'on appelle des clandos, des clandestins, ils reviennent s'inscrire dans des salles de classe, et généralement eux qui se livrent à ce genre d'exercice-là de faire du mal soit à leurs camarades ou alors à leurs enseignants. Donc je développe les facteurs psychologiques, j'évoque un ensemble d'entretiens que j'ai eu avec des psychologues qui essayent de placer le facteur psychologique au cœur même de la compréhension de la délinquance juvénile. J'évoque la famille, j'évoque le caractère social, et peut-être on peut donc étendre ça pour dire que
est-ce que ce n'est même pas l'encadrement ou alors le système éducatif qui n'offre pas de manière suffisante le cadre idoine pour que ces jeunes-là soient mieux formés? Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Nous prenons congé de notre invité de ce soir, le temps d'aller feuilleter au niveau des bibliothèques. Elle est allée chercher un auteur qui a marqué son temps par ses prises de position. C'est une référence en littérature. Anne-Lisette Tambassa, bonsoir. Jean-Jacques Foucault, bonsoir. L'aventure ambiguë est l'histoire d'un jeune homme du nom de Samba Diallo, héros au pays des Dialobé. Dans le roman, nous assistons tout d'abord à son passage de l'école coranique à l'école des Blancs. 3 personnages exerceront une influence sur lui dans la première partie de l'œuvre, à savoir le chef des Dialobé, son maître spirituel Tierno et la sœur du chef, la Grande Royale. Cette dernière insistera pour que Samba Diallo aille à l'école nouvelle afin d'apprendre cet art de vaincre sans avoir raison. Dans la deuxième partie de l'œuvre, nous avons son séjour en Occident, précisément en France. Ce séjour provoquera la mise en question de sa foi en Dieu. Enfin, nous avons son retour au pays de Dialobé et sa mort causée par l'Otou. Concernant l'auteur, Cheikh Hamidou Kane est né à Matam le 2 avril 1928. C'est un écrivain et un haut fonctionnaire sénégalais qui occupe notamment des fonctions ministérielles. Son livre, L'aventure ambiguë, qui lui vaut le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1962, est devenu un classique de la littérature africaine. Cet ouvrage est aussi le principal argument qui lui vaudra d'être consacré à l'édition 2019 du Grand Prix des mécènes. Cheikh Hamidou Kane fréquente d'abord l'école coranique, puis l'école française, à l'école primaire supérieure Blanchot de Saint-Louis et par la suite au lycée à Dakar. Après son baccalauréat, il poursuit ses études à Paris et s'inscrit en faculté de droit pour préparer le concours d'entrée à l'École nationale de la France d'outre-mer et en parallèle à la faculté de lettres, ce qui lui permet d'être en 1959 titulaire de 2 licences, droit et philosophie, ainsi que le brevet de langue-femme. Pendant ses études à la Sorbonne, il collabore à la revue Esprit et fréquente les cercles intellectuels. Il rentre dans son pays où il occupe rapidement d'importantes fonctions administratives. En 1960 d'ailleurs, il est nommé gouverneur de la région de Thiès. Et en 1961, il est chef de cabinet du ministre du Développement et du Plan. C'est alors qu'est publié L'aventure ambiguë, un récit teinté d'autobiographie écrit dès 1952 et publié en 1961.
Merci à Annie-Lisette Ambassa pour ce classique littéraire. Mathieu Devillia, vous avez forcément eu des auteurs qui vous ont parlé, qui vous ont inspiré, qui vous ont amené à écrire. Peut-être des auteurs camerounais, français, belges. La littérature qui vous passionne le plus, c'est laquelle? Disons que la littérature qui a trait à l'actualité, oui, mais mieux encore l'actualité éducative. Mais je crois que les éducateurs, de manière globale, sombrent souvent dans cette petite faiblesse de ne pas ouvrir leur champ de réflexion à des sujets autres que des sujets spécifiques à la pédagogie. Ce qui fait que pour quelqu'un qui n'est pas du domaine, ce n'est pas nécessairement attrayant. Je crois aussi que c'est une approche que j'ai voulu éviter dans mes différents travaux. J'essaye toujours d'ouvrir le champ de réflexion lorsque je propose un ouvrage pour que même ceux qui ne sont pas nécessairement du domaine éducatif puissent comprendre et puissent trouver dans ce que je dis la nécessité de poser un pareil problème. Alors je lis pratiquement de tout, je lis des ouvrages d'hommes politiques, je suis en train de lire l'ouvrage de Barack Obama, L'audace d'oser. Avant je lisais Nicolas Sarkozy, Passion. Je lis aussi entre autres Pascal Boniface, La géopolitique. Ça, ce sont des lectures en rapport avec les relations internationales. Maintenant, pour cet ouvrage, comme je disais, je me suis inspiré parce que je me demandais à un moment donné pourquoi est-ce que j'écrirais un livre de délinquants juvéniles. Certes, il y a eu un contexte qui était favorable, qu'on a situé tout à l'heure, mais lorsque je me suis rappelé nous parlions tout à l'heure de Vivian Ndambi-Wole qui a publié, professeur Vivian Ndambi-Wole qui a publié un livre, Scandale, éléments de casuistique pour une viabilité organisationnelle au Cameroun. Et la façon dont quand elle était à l'émission La Reine, que j'ai suivi, la façon dont elle a défini le scandale, comment est-ce qu'elle concevait le scandale, ce qui a poussé les différents scandales qui ont poussé à ce qu'elle écrive son ouvrage, ça m'a inspiré de me dire, ok, lorsqu'il y a un scandale scolaire, ça peut être une source d'inspiration pour écrire un livre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis donc parti d'un scandale scolaire pour généraliser à un phénomène global. Alors je lis aussi un de mes grands frères aînés, André-Marie Dibamou. Je lis, disons que je lis presque de tout. Je n'ai pas une sphère, je n'ai pas n'êtes pas limité en ce qui concerne les registres. En ce qui concerne les registres de lecture, c'est vrai que j'aborde peut-être dans le domaine des sciences naturelles, je ne m'y aventure pas beaucoup, encore du droit. Peut-être pas encore. Hein. Avec le temps, ça viendra. Ça viendra. Alors, votre livre, il y a une forte documentation, il y a une recherche. Ça vous a pris combien de temps pour pouvoir porter dans votre ouvrage les données, par exemple, du Conseil national de lutte contre la drogue? Il y a des statistiques qui sont données, des statistiques, j'allais dire, vérifiables, des articles, investir au Cameroun. Il y a eu une véritable recherche en amont avant la finalisation de l'ouvrage. Alors, ça prend combien de temps et à quel moment on se dit on a terminé la recherche, on a suffisamment accumulé des données pour réaliser un ouvrage? Je crois aussi que l'ère du numérique nous rend service dans ce sens, parce que si vous imaginez que s'il faut à chaque fois se déplacer pour aller dans une bibliothèque, essayer de trouver des ouvrages, ce sera pénible. Alors généralement, lorsque on s'engage à écrire un ouvrage, on se restreint aussi de certaines mondanités. Oui. On ne sort pas beaucoup. On va plus en boîte de nuit. Voilà, on ne sort pas beaucoup. On ne sort plus avec les amis, on va plus jouer au foot. Oui, au moins le temps surtout lorsque vous sentez qu'il y a nécessité de produire un ouvrage. Disons que celui-ci, je l'ai écrit, j'ai écrit l'ouvrage tout juste après que l'événement de Douala se soit produit, et je l'ai terminé récemment. En termes d'investigation sur
sur l'aspect scientifique de l'ouvrage, c'est-à-dire que les recherches extérieures qui pouvaient venir compléter, mes idées, bien entendu, investir au Cameroun, le Conseil national de la lutte contre la consommation de la drogue, et certains auteurs français qui ont, par exemple, Jésus, il y a des ouvrages de 1992 qui réfléchissaient déjà sur les questions de délinquance juvénile en milieu scolaire. Je crois que c'est après avoir posé les jalons, les bases de mes idées en avant-propos, que j'ai su exactement vers quel type d'ouvrage, vers quel type de recherche je devais aller. Ce qui m'a vraiment pris plus de temps, ce sont des statistiques en rapport avec la consommation de l'alcool et du chanvre en milieu scolaire, parce que c'était assez alarmant, et il y avait plusieurs études qui étaient menées. Il fallait trouver celle qui correspondrait au mieux à ce que je voulais faire ressortir. La deuxième partie sur les facteurs familiers, sur les facteurs en rapport avec la délinquance juvénile était moins compliquée. La troisième partie aussi, il était moins compliqué, parce que la troisième partie, c'est la responsabilité des parents et la responsabilité de l'État. Ça m'a pris moins de travail là-bas, mais la première partie, c'est vraiment le cœur de l'ouvrage. Puisque vous en parliez il y a quelques secondes, la troisième partie, la responsabilité des parents, se situe à quel niveau, et celle de l'État à quel autre? Voilà, le titre, pour que je donne le titre de manière exacte, parce que on écrit tellement que... Donc le titre, c'est de la répression de la prévention à la répression du phénomène de délinquance juvénile en milieu scolaire, orientation et mesures de remédiation. Et la responsabilité des parents, le titre, c'est la responsabilité des parents vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants, savoir tenir la main et lâcher prise. Savoir tenir la main, savoir être ferme et savoir lâcher prise. Quand est-ce que le parent doit savoir tenir la main de son enfant et doit savoir lâcher prise? L'expression savoir tenir la main et savoir lâcher prise, je l'ai emprunté d'un ouvrage. Et qu'est-ce que je voulais expliquer à l'intérieur? Je voulais montrer que le parent a la responsabilité d'encadrer son enfant, de lui donner l'amour qu'il faut, de lui donner l'attention qu'il faut, de l'orienter. Il a la responsabilité d'être rigoureux envers son enfant, et il a la responsabilité d'apprendre. J'ai pris un exemple simple. J'ai dit que lorsqu'un parent enseigne à son enfant le respect de l'aîné, il donne à son enfant les bases de... Plusieurs parents donnent à leurs enfants les bases religieuses, aller prier, respecter l'amour du prochain, ainsi de suite. La bonté de Dieu, voilà, la bonté de Dieu pour les hommes. Voilà, ces choses-là, ces atouts-là peuvent jouer lorsqu'il va se retrouver au niveau social. Vous voyez, mais lorsque un enfant ne reçoit pas toutes ces bases-là, ça peut poser problème. C'est ce que j'entendais par savoir tenir la main et lâcher prise. Et maintenant, deuxième des choses, il faut, lorsque vous avez assez bien formé votre enfant, lâcher prise. Donner à l'enfant la capacité de s'exprimer, de responsabiliser. De se responsabiliser. C'est exactement ça. Il faut avancer. Voilà. Maintenant, en deuxième partie, je parle donc de l'État dans sa fonction régalienne de protection et de sanction de l'auteur. Et là, vous semblez être dur. Vous recommandez à l'État, quelquefois, de prévoir des sanctions lourdes, et même au niveau légal, pour les recalcitrants, ceux qui refusent de se plier, du moins pour ces délinquants qui récidivent en quelque sorte. Exactement. Une petite anecdote, lorsque j'écrivais justement cet ouvrage, un aîné me demandait, mais attends, qu'est-ce que tu veux finalement à la fin? Tu veux qu'on exclue tous les enfants qui fument ou alors qui prennent qui fument la cigarette ou le chanvre, ou alors qui consomment de l'alcool? Je lui dis, ben non, c'est général, c'est sûrement pas ça que je cherche. Mais il ne faut pas sombrer dans un angélisme de dire qu'on va seulement encadrer. Il faut à un moment donné pouvoir réprimer les recalcitrants, comme vous disiez, les recalcitrants, parce que il faut protéger, comme j'aime bien cette expression, il faut protéger l'environnement éducatif des esprits dévastateurs. Parce que lorsqu'un enfant ou alors lorsqu'un parent laisse son enfant aller à l'école, la chose principale, c'est que ce dernier aille acquérir des connaissances. Ce n'est sûrement pas qu'il aille se retrouver dans des bandes où on va lui faire consommer de l'alcool, du chanvre, ainsi de suite. Donc, il faut que l'État assure
cet aspect des choses pour que lorsqu'un enfant est décelé comme étant délinquant, récidiviste, que ce dernier soit puni à la hauteur de ses actions. Et donc c'est une manière également de prévenir la délinquance juvénile à travers des mesures dissuasives. Que les jeunes sachent en réalité que si vous vous comportez mal, il est possible de vous retrouver en prison pour avoir consommé de l'alcool ou de la drogue à plusieurs reprises. Mais je veux savoir, parce que malheureusement notre entretien va vers la fin, mais comment remédier en réalité? Vous avez dit vous avez dénoncé certes, mais il faut également proposer. Alors qu'est-ce qu'on propose dans l'ouvrage? Du moins on va donner un ou deux aspects, et le reste on va laisser aux auditeurs d'aller découvrir dans votre ouvrage parce qu'il est nécessaire de l'acquérir. Alors, qu'est-ce qu'on propose pour éviter? D'abord pour prévenir, et ensuite, maintenant, pour totalement faire disparaître la délinquance juvénile dans nos établissements scolaires aujourd'hui. Alors, ce que j'ai toujours proposé et je continue de proposer aujourd'hui, peut-être que je vais proposer pendant plusieurs années encore, oui, c'est le plaidoyer pour la tenue des États généraux de l'éducation. Parce qu'il y a un ensemble de sujets qu'il faudrait que, de manière collégiale, les membres de la communauté éducative s'asseyent pour débattre, parce que la proposition ultime ne peut jamais venir uniquement d'une personne ou alors d'un ouvrage. La proposition ultime va venir d'une concertation de ceux responsables de la chose éducative. Je propose la tenue des États généraux de l'éducation. Et aussi, je relève certaines bonnes initiatives qui ont été menées notamment par le ministère de l'Agriculture, qui encourage par exemple la promotion des cultures de substitution plus saines pour détourner la culture du cannabis par exemple. Alors je suis en train de dire par là que s'il y a une tenue des États généraux de l'éducation, nous allons aborder de manière... nous allons... peut-être objective et plus froide, l'ensemble des contours liés à notre système éducatif qui peut quand même présenter quelques lacunes quelquefois. Exactement. Au tout début de l'ouvrage, je dis justement qu'il faut sécuriser l'école. Il faut que les proviseurs et tous ceux qui envoient leurs enfants à l'école mettre sur pied un dispositif de sécurité pour que lorsque les enfants viennent à l'école, ceux-ci ne puissent pas entrer avec des lames, des couteaux, des machettes à l'intérieur de l'école. Il faut trouver des moyens pour sécuriser l'école. Alors la réflexion ne peut pas venir d'une seule personne, comme je disais tantôt. Il faudrait qu'un ensemble de personnes spécialistes et préoccupés des questions éducatives s'asseyent pour réfléchir comment est-ce qu'on va sécuriser notre école aujourd'hui, quel type de formation nous voulons léguer à la génération future. Et cette génération vous intéresse davantage. Ce matin, je pense, vous avez publié dans le journal Mutation, le quotidien Mutation, une tribune quand même qui revient sur la question du niveau scolaire. Et vous verrez que lors du dernier concours d'entrée en 6e, on a dû recaler pas mal d'élèves. Et dans certains collèges, puisqu'il faut remplir le quota en termes d'effectifs, on a accepté certains sans niveau. Alors, la question du niveau scolaire, c'est assez grave pour qu'on en parle aujourd'hui. La question du... Vous voyez, toutes ces choses sont liées. On va parler de la délinquance juvénile. Il va toujours falloir aborder l'aspect de la question du niveau des enfants aujourd'hui. On va parler de la politique éducative. Ça va dans le même sens. Alors, ce que je voulais montrer, c'était que le système éducatif aujourd'hui qui abrite ces jeunes qu'on dit vulgairement qui n'ont pas de niveau, est-ce que ce n'est pas le système éducatif d'aujourd'hui qu'il faut questionner? On remet à cause de quoi? La qualité de la formation des enseignants? Ou pas du tout? Non, sûrement pas. On ne remet pas en cause la qualité de formation des enseignants. Non. Par contre, ce qu'on remet en cause, c'est le contexte. Je suis en train de travailler sur, je le dis, c'est sûrement aussi en exclusivité, je suis en train de travailler sur quelque chose... Un ouvrage intitulé « Au secours, je suis enseignant ». Dans l'ouvrage intitulé « Au secours, je suis enseignant », vous allez vous rendre compte que je situe la place ou alors le métier de l'enseignement comme étant, on le dit vulgairement, un métier du sacerdoce.
on parle de la noblesse d'un métier, mais dont nécessairement les avantages ne suivent pas. Et justement, au secours, je suis enseignant, c'est de dire il faut délivrer ceux-là qui ont décidé de faire de l'enseignement un métier. Lorsqu'on dit aujourd'hui que le niveau des élèves est bas et on jette l'anathème sur ces jeunes, sans remettre en question le système éducatif qui forme ces élèves, c'est faire de l'injure à ceux qui ont décidé de faire de leur vie dans l'enseignement. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas être dans une société qui est en constante évolution et ne pas remettre le matériel éducatif que vous avez mis sur pied en question pour qu'il se remodèle pour qu'il se remodèle aux spécificités du moment. Oui. Il faut remodeler le système éducatif aux spécificités du moment. Je relève par exemple l'aspect technologique, qui est un aspect important aujourd'hui. C'est une nouvelle réalité. C'est une nouvelle réalité. S'adapter. Il faut s'adapter à cette réalité. Et comment s'adapter à ces réalités? Pour le chercheur que je suis, pour l'enseignant que je suis, c'est d'abord de dire à ceux qui ont la responsabilité, écoutez, mettez sur pied des mécanismes pour que nous nous adaptions à cette réalité. Et je pose une question fondamentale peut-être pour sortir par là. Oui. Vous dites que le niveau des élèves est bas, mais pourquoi former une main-d'œuvre peu compétente et espérer atteindre une aisance, ou alors une aisance sociale, ou alors une aisance développementale, ou alors l'émergence, comme on dit. Comment est-ce qu'on va arriver à l'émergence avec une main-d'œuvre peu qualifiée? Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est exactement ça. Si vous dites que la main-d'œuvre que nous avons aujourd'hui est une main-d'œuvre peu qualifiée, alors il faut trouver des mécanismes pour que cette main-d'œuvre-là soit mieux qualifiée pour répondre aux exigences du moment. C'est pour ça que je disais non, ce n'est pas le niveau des élèves qui est bas, c'est le système éducatif qu'il faut mettre à niveau. Parce que c'est le système éducatif qui abrite les élèves. C'est le système éducatif qui offre une formation aux élèves. Alors il faut revoir tout de manière globale pour que lorsque l'enfant vient à l'école, il acquiert la connaissance qui lui permettra dans une réalité pratique de mettre en exergue ce qu'il a acquis de manière théorique. On arrive à la conclusion, il faut absolument et en urgence les états généraux de la communication. De l'éducation. Alors, oui, de l'éducation. Parce que vous savez qu'on est communicateur et donc on voit tout en communication. Alors, Mathieu Desvieillards, je vais vous remercier d'être passé à la radio, d'avoir échangé, parce que je préfère que le débat reste en suspens, qu'il se poursuive dans les chaumières. Et je conseille aux uns et aux autres d'acheter la parution, par exemple, de Mutation, pour vous lire dans son numéro 5163. Une question, vous abordez la question bien épineuse, la question, je vais dire, du niveau scolaire. Il faut également lire cet ouvrage que vous proposez, Délinquance juvénile, New Look. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon vent dans votre... Et bien entendu, le prochain qui va arriver, oui. Au secours, je suis enseignant. Et certainement, on va en parler. Exactement. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés. Ce jour, on a bénéficié de la collaboration de Annie-Lisette Ambassa pour la voix off des classiques littéraires. Soutien moral et surtout conseil au niveau de la production, Gaël Ngifo Fotso. À la mise en onde, le roi Salomon, Régie d'antenne, Carole Prudence Tientieux, coordination centrale, Roger Kiek de Kiki, supervision générale, le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï, Jean-Jacques Foucault à la présentation. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault.